va corriger ensemble cet exercice d'oral central physique 1 donné dans la filière PSI qui concernait la pince ampère-métrique. Donc le but de l'exercice, c'est de montrer que pour mesurer le courant, ici c'est un courant sinusoïdal qui parcourt ce fil, on n'est pas obligé d'intercaler un ampère-mètre dans le circuit, et pour les utilisations industrielles c'est important, mais en entourant ce fil avec cette pince qui est un tore, et en mesurant le courant induit dans le tore, on va voir qu'on peut remonter. Il existe une relation de proportionnalité entre le courant qui circule dans le tore et le courant qui parcourt le fil. Donc c'est une méthode très pratique pour mesurer des courants. Alors pour faire ça, dans la première question, donc on va rappeler, alors je vais le faire très rapidement parce que j'ai déjà fait ça très en détail, notamment dans une autre vidéo, le champ créé par le tore. Donc on va pratiquement faire que rappeler le résultat en faisant une démonstration ultra rapide, comme vous pouvez le faire d'ailleurs le jour de l'oral. Dans la question 2, on va calculer le champ créé par le fil. Dans la question 3, on va parler de l'auto-inductance et de l'inductance mutuelle de ce circuit. Et puis, donc, on va expliquer ensuite comment mesurer le courant grand I en mesurant le courant petit i en notation complexe. Donc, le principe de ce transformateur de courant, comme le dit l'énoncé. Alors, première question. Donc, calculer en exploitant soigneusement les symétries le champ magnétique B créé par la bobine en tout point en fonction notamment de grand N, I et R. Donc là, on va le faire extrêmement rapidement par le théorème d'Ampère. Donc, on prend un point M quelconque dans l'espace. On cherche un plan de symétrie. Donc ici, on a un plan de symétrie. C'est le plan M, ER, EZ. Donc le champ B est perpendiculaire au plan de symétrie. Il est donc parallèle au vecteur Eθ. A priori, il dépend de R, θ et Z. Bien sûr, on est en coordonnées cylindriques. Donc le vecteur ER, il est comme ça. Le vecteur Eθ, il est comme ça. Le tore est invariant par rotation. Et c'est la seule invariance que l'on ait. Il n'est pas invariance par translation le long de ER, il n'est pas invariant par translation sur Z. Et donc il est de la forme B bar de R et Z, vecteur Eθ. On va bien sûr énoncer le théorème d'Ampère. Donc la circulation du champ magnétique sur un contour fermé, c'est μ0 fois la somme des courants I algébriques enlacés par le contour. On choisit le contour d'Ampère de manière à ce que le calcul de cette circulation soit élémentaire, donc avec un vecteur dl parallèle au champ B. Donc on va prendre un cercle comme ça, passant par M, bien sûr, comme d'habitude. Donc la circulation, ça fait 2πr B bar de R et de Z égale μ0 I, I enlacé. Alors bien sûr, il faut que j'oriente le contour. Donc je l'oriente comme ça, de manière à ce que ds vienne vers nous. Ce n'est pas une obligation. Bon, je me suis aperçu que dans l'énoncé, il y avait une petite imprécision sur le sens de I, parce que sur l'énoncé, on a des courants I vus de dessus qui vont vers le centre. C'est contradictoire avec le fait qu'on a orienté ici. Donc, il fallait faire un choix. J'ai choisi de garder ce dessin bon, donc du coup, j'ai corrigé celui-là. On pourrait pourquoi pas faire l'inverse. Voilà. Alors, les courants qui transpercent la surface qui s'appuie sur le contour d'Ampère, si on est à l'extérieur du tore, I enlacé est nul, puisque, alors, par exemple, si vous êtes au niveau du tore, vous aurez autant de courants qui transpercent dans un sens que dans l'autre. Si vous êtes au-dessus, il n'y a aucun courant qui transperce. En bas, il n'y a aucun courant qui transperce. Si on prend la surface plane qui s'appuie sur le contour, à l'intérieur non plus, il n'y aura aucun courant qui transperce. Donc, si M est à l'extérieur, I égale 0, I enlacé algébrique. Et si M est à l'intérieur, I enlacé algébrique. Donc avec le choix d'orientation, les courants qui montent ici. Donc ça fera μ0 NI, il y a grand N spire. Donc ça c'est le I enlacé. Voilà.
Et donc, B bar de R et de Z égale mu0 ni sur 2 pi R vecteur Eθ. Donc ça, c'est le champ dans le tor. Ah oui, alors c'était petit i. On va le noter petit i, le courant dans le tor. Grand I, c'était pour le courant qui circule dans le fil. Petit 2. Calculez de même le champ magnétique créé par le fil en tout point en fonction notamment de I de t. Alors ça, c'est vraiment petit 2. Calculer le champ magnétique créé par le fil en tout point. Alors là, on va le faire encore plus rapide parce que c'est vraiment élémentaire. Donc le fil parcouru par l'intensité I. Donc on prend un point M. Donc pour trouver la direction du champ magnétique, il faut un plan de symétrie, si on peut en avoir un, qui passe par M. Alors ce plan de symétrie, c'est le plan du tableau, hein, si on considère que le point M est dans le plan du tableau. Donc pi est égal à M, ER, EZ. Donc c'est un plan de symétrie des courants. Donc le champ est perpendiculaire, donc il est selon Eθ. Donc on rappelle hein, qu'un champ est perpendiculaire à tout plan de symétrie de ses sources. C'est le contraire du champ électrostatique. Et a priori, il dépend de R, θ, Z. Il dépendra ni de θ ni de Z, puisque la situation est invariante par rotation autour du fil et par translation. Donc il est de la forme B bar de R Eθ. Donc ça c'est B fil, hein. Il était indicé B fil. Et donc on aura 2 pi R, théorème d'Ampère. Alors le contour d'Ampère, ça va être le cercle. Hein. Donc 2 pi R B fil de R est égal à mu0 I. J'ai orienté le contour dans ce sens-là. Insistez toujours hein, sur le lien entre le choix du sens de parcours et le signe du courant qui transperce la surface. Et donc voilà, donc on aura B fil est égal à mu0 I sur 2 pi R vecteur Eθ. Voilà, si vous êtes à l'oral, hein, des questions de cours comme ça, si vous savez les faire à cette vitesse-là, il n'y a aucun souci à partir du moment où c'est bien argumenté. Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire, plus nouvelles, dans l'énoncé. Alors, petit 3. Donnez la définition de l'inductance mutuelle grand M entre deux circuits et l'inductance propre d'un circuit. On demande ici calcul non demandé. J'ai quand même envie de dire quelques mots du calcul parce que en soi, ça pourrait être aussi une question supplémentaire. Ça va très très vite. Donc, l'inductance propre de la bobine torique et l'inductance mutuelle entre le fil et la bobine torique. Commentez ces expressions. Donc là, on demandait simplement de commenter les expressions et de définir ce qu'est une auto-inductance. Alors, le flux propre, c'est-à-dire le flux du champ magnétique créé par un circuit à travers ce même circuit, c'est LI. Donc, par exemple, pour la bobine torique, voilà la définition du flux. Bon, il existe aussi une définition avec l'énergie stockée dans l'énergie magnétique stockée dans la bobine 1/2 de Li carré. Ça peut constituer aussi une définition de l'auto-inductance, mais on privilégie plutôt la première. Flux propre égale Li. Alors, comment en deux lignes on peut la calculer, cette auto-inductance dont on nous donne la valeur? Donc c'est l'auto-inductance du tor. Donc le tor, s'il y a un courant dans le tor, ce courant crée un champ magnétique propre qui lui-même crée son propre flux à travers le circuit. Voilà ce qu'est le flux propre. Donc ça va être quoi ça, le flux propre? Ça va être le flux de BDS, n fois le flux de BDS à travers une spire. Or, on a calculé le champ propre créé par le tor, mu0 ni sur 2 pi r Eθ. On s'aperçoit qu'il n'est pas uniforme parce qu'il dépend de petit r. Donc je ne peux pas multiplier brutalement la valeur du champ par la surface ici du carré. Il faut que je fasse un découpage parce que le champ dépend de petit r. Donc il faut que je découpe ça entre r
et R plus dr et que je l'intègre. Vous voyez? Donc on va prendre une surface élémentaire ds qui vaudra 2A fois dr. 2A parce que c'est la hauteur 2A et entre R et R plus dr, et on va l'intégrer donc entre les deux bornes. Vous voyez, c'est vraiment un calcul élémentaire, c'est dommage presque de ne pas le faire alors qu'on a tout. Donc ça va faire n fois, donc c'est une fausse intégrale double en réalité puisqu'on a déjà intégré sur z avec notre 2a. Donc je vais recopier ce qui est là-bas. Donc mu0 ni sur 2pi r 2a dr entre grand R moins a et grand R plus a, puisque c'était les bornes pour petit r. Et donc on tombe très exactement à ces petits i là. On tombe très exactement sur donc la valeur du texte, donc grand L par identification, hein, le facteur de proportionnalité avec i, donc ça va être mu0 n carré, donc sur pi a log de R plus A sur R moins A. Alors, bon, là j'ai fait le calcul, c'était pas au programme, c'était pas demandé, mais on l'a fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il fallait commenter. Alors ça, c'était la question qui était posée. Commenter. Donc, de façon générale, une auto-inductance, qu'est-ce que vous pouvez dire? Elle est toujours positive, quelle que soit l'orientation du circuit. Elle est positive, il est proportionnel à n au carré, et il est proportionnel à mu0. Et puis, il est aussi, alors au niveau de l'homogénéité, une auto-inductance, c'est toujours mu0 fois une longueur. Hein, c'est ce qui vous donne d'ailleurs l'unité de mu0. Mu0, c'est toujours en Henri mètre moins 1. Vous voyez, c'est tiré de cette relation-là, mu0 en Henri mètre moins 1. Voilà ce que vous pouvez dire. Alors maintenant, le coefficient d'inductance mutuelle. Donc on va... Alors, chose que vous pouvez rappeler, c'est que le coefficient d'inductance mutuelle de 2 dans 1, c'est la même chose que le circuit 1 dans le circuit 2. Donc ici, on va par exemple dire que le flux créé par le champ magnétique du fil dans la bobine torique, c'est le coefficient d'auto-inductance grand M multiplié par le courant grand I. Donc là, je suis en train de calculer le flux, cette fois-ci, donc du champ magnétique créé par le fil dans le tore. Alors, pour calculer ça, n fois le flux dans une spire créée par le champ magnétique du fil. Donc ça va nous donner n fois l'intégrale de B fil. Tiens, bah, c'est intéressant de faire le calcul, même si ce n'était pas demandé. ds. Et en fait, le découpage est le même. Sauf que maintenant, il faut prendre le champ magnétique créé par le fil. Donc on ne va pas prendre le champ propre, mais on va prendre le champ extérieur au tore. Donc grand N mu0 i sur 2pi. Donc intégrale, on prend le même découpage, 2A dr R sur 2A dr sur R entre grand R moins A et grand R plus A. Et donc on va aboutir très exactement à l'expression de l'auto-inductance qui était donnée dans l'énoncé. Donc là je fais du bonus, hein, mais c'est pour qu'on comprenne pourquoi l'inductance mutuelle est proportionnelle à n, alors que l'auto-inductance est proportionnelle à n carré. Donc la remarque que l'on peut faire, c'est que m est proportionnelle à n, pour les raisons qu'on vient de donner. Elle est proportionnelle à une distance aussi, et elle est proportionnelle à mu0. Donc voilà ce petit calcul. Donc petit 4. Alors, calculer l'intensité complexe du courant dans la bobine en régime sinusoïdal forcé. Donc, qu'est-ce qui se passe physiquement? Physiquement, donc, on a le courant I qui est sinusoïdal. Ce courant I sinusoïdal crée un champ magnétique variable dans le tore. Voilà ce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer vraiment la physique de l'induction de Neumann. Donc ce champ magnétique variable crée un flux magnétique
variable dans le tore. Donc, s'il y a un flux magnétique variable dans le tore, il y a une force électromotrice induite dans le tore. Et ça produit un courant induit dans le tore. D'accord? Et c'est ce courant induit que l'on va essayer de relier donc, au courant qui parcourt le fil. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va faire ça avec un schéma électrique équivalent donc du tore. Et alors, c'est là que la résistance, Étienne, va intervenir. Et tu vois, tu ne peux pas la faire intervenir avant pour faire intervenir la loi d'Ohm généralisée. Donc, le circuit va être équivalent à quoi? Eh bien, une force électromotrice induite et la résistance équivalente donc au bobinage. Il n'y a pas de générateur dans cette pince ampère-métrique. C'est simplement un tore enroulé. Et donc, on a ici le courant induit dans le tore. La loi de Faraday nous dit que E, c'est moins dφ sur dt. Dans phi, il y aura deux contributions, l'auto-inductance et l'inductance mutuelle. Donc, ce sera moins d sur dt de L petit i, donc ça c'est l'intensité dans le tore, ça c'est pour le flux propre, et ça c'est pour le flux extérieur créé par le fil. Et donc tout ça, ça fait RI, d'après la loi d'Ohm. Donc il n'y a que là que tu peux faire intervenir grand R, donc dans la question 1, ça n'avait pas de sens de demander de faire intervenir grand R. Alors, on va passer en notation complexe. Dérivé par rapport au temps, c'est multiplier les amplitudes complexes par j oméga. Et donc on se retrouve avec un truc du type RI plus... Alors on peut pour l'instant le laisser comme ça. LDI sur dt plus grand M d2 grand I sur dt égale 0. Et si on passe en complexe, donc on va retrouver les impédances. Donc plus JL oméga, donc là ce sont les amplitudes complexes associées, égale 0. Et donc le but pour nous, c'est de relier l'amplitude complexe du courant induit, donc ça va faire moins JM oméga grand I divisé par R plus JL oméga. Donc voilà le lien entre les amplitudes complexes. Évidemment, alors, quelle est quand même la limite de cette pince ampère-métrique? Elle ne permet pas de mesurer un courant continu, puisqu'elle est basée sur le phénomène d'induction. S'il n'y a pas de variation de flux dans la bobine, il n'y aura pas, vous ne pourrez rien mesurer du tout. Il n'y aura pas de force électromotrice induite. Alors, que devient le rapport petit i sur grand I à haute fréquence? Donc, petit i, c'est un peu comme une fonction de transfert, ça. Petit i sur grand I, c'est donc le module de moins JM oméga sur R plus JL oméga. Alors, quand on nous dit à haute fréquence, on se doute que ça veut dire qu'on veut, donc, en haute fréquence, négliger ici la résistance devant JL oméga. Donc, il faut donner une petite inégalité. Donc, haute fréquence, ça veut dire que L oméga est très grand devant la résistance. La fréquence très grand devant R sur 2pi L. On pourra tout à l'heure faire l'application numérique parce qu'on nous donne un certain nombre de données numériques. Alors, donc du coup, si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, regardez, I sur grand I sera égal à peu près égal à M sur L. Or, regardez ce que vaut M sur L. M sur L, ça vaut 1 sur N, le nombre d'enroulements de spire. Donc, vous avez, regardez, l'amplitude complexe du courant induit, ce sera l'amplitude complexe du courant qui circule dans le fil divisé par N. Autrement dit, comment est-ce que vous pouvez remonter à l'amplitude I0? Vous mesurez l'amplitude complexe du courant induit, et rien qu'avec ça, eh bien, vous aurez, en la divisant par grand N, vous voyez, vous avez l'amplitude complexe. Si vous multipliez cette amplitude complexe par grand N, vous remonterez à I0. Donc, c'est pas mal. Et alors, on nous dit effectivement de comparer ça à... pourquoi donc on peut appeler ça un transformateur de courant? Pourquoi est-ce que cet appareil est très utilisé pour la mesure des forts courants?
bien, on voit que le courant mesuré, c'est le courant réel divisé par n. Donc si on prend un grand nombre d'enroulements, ici on a 10 000, hein, l'énoncé nous dit qu'il y a 10 000 spires, donc vous avez diminué l'intensité du courant par 10 000, donc ça rend des courants importants facilement mesurables. Et c'est une relation qui ressemble fortement on nous dit de comparer ça à un transformateur de tension. Donc le transformateur de tension, qui est lui aussi basé sur le phénomène d'induction de Neumann, donc deux bobines reliées entre elles par exemple par un noyau de fer doux. Donc vous avez une tension au circuit primaire, une tension au circuit secondaire, vous avez N1 spire ici, N2 spire ici, hein, et vous savez que là aussi il y a un rapport de transformation, U2 c'est à peu près donc N2 pour le transformateur idéal, N2 sur N1 U1, donc un peu de la même manière qu'ici vous avez petit i sur grand I égale 1 sur N. Donc vous avez un quotient qui dépend là du rapport du nombre de spires au primaire et au secondaire. Donc une tension qui est proportionnelle à la tension d'entrée, de la même manière que le courant ici est proportionnel au courant qui circule dans le fil. Donc c'est très pratique parce que dans les installations industrielles, vous arrivez avec votre pince ampère-métrique, vous mesurez le courant, vous entourez le fil simplement, vous n'avez rien à faire, vous ne modifiez pas l'installation. Hein, et ça marche très bien. Donc voilà pour... Ah oui, j'avais quand même quelques applications numériques à faire parce que je ne les ai pas données. Alors, calcul de l'auto-inductance 0,13 Henry. On avait tout ce qu'il fallait pour calculer l'auto-inductance. On avait la taille des spires, on avait le rayon moyen, et puis l'inégalité sur la fréquence pour bien vérifier qu'à 50 Hz, on était en haute fréquence. Donc, j'ai calculé donc, grand R sur 2πL et j'ai trouvé 0,2 Hz. Et donc, comme on travaillait à 50 Hz, qui est pourtant une fréquence pas très élevée, mais elle était très supérieure à cette fréquence-là. Donc, on était bien dans les conditions d'utilisation. Voilà.